Alors bonjour, bienvenue dans le second épisode de mon balado-diffusion. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Catherine Henry. Donc, si vous voudriez vous présenter. Bonjour, je suis Catherine Henry, je suis infirmière à la clinique Morgan Taylor. Je suis infirmière depuis 2012 et j'ai travaillé à la clinique depuis environ 8 ans. Super. Et c'est quoi un petit peu les études que vous avez suivies? Je suis venue au pensionnat Saint-Nom-de-Marie. Ensuite, je me suis promenée un petit peu. Là, j'ai travaillé dans le milieu du tourisme pendant très longtemps, puis j'ai fait mes études en soins infirmiers à 30 ans. Et puis, j'ai travaillé un peu dans les hôpitaux. J'ai fait beaucoup d'humanitaire aussi. J'ai travaillé au Honduras et en Afrique pour justement aider des populations considérées comme vulnérables là-bas, comme les femmes. Donc, c'est sûr que tout ce qui est la santé des femmes m'a toujours touchée, est toujours venu me chercher plus particulièrement. Et ensuite, j'ai juste vu l'annonce passer pour la clinique Morgan Taylor. Ça a été un coup de cœur. Je pense que j'ai pris 3 jours à écrire ma lettre de présentation, de motivation, puis j'ai eu l'emploi. Super. Bon, on va se lancer directement dans le vif du sujet. Donc, en fait, aujourd'hui, ce serait plus pour aborder le côté vraiment médical de l'avortement. Donc, en fait, la première question que je pourrais poser, c'est en quoi consiste justement la procédure de l'avortement. En fait, la procédure, c'est assez simple. Premièrement, il faut toujours diviser un peu les procédures en deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a la procédure chirurgicale et maintenant, il y a la procédure médicale qui est arrivée au Canada depuis 2017. Donc, c'est-à-dire, pour tout ce qui est chirurgical, en fait, c'est assez simple dans le sens que c'est la même chose depuis plusieurs années. C'est fait par une aspiration et un curetage. Donc, voulez-vous les détails? Oui. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, ce qui arrive, c'est que la procédure chirurgicale, on le fait par les voies naturelles. Hein? Ce n'est pas une ouverture de l'abdomen ou quoi que ce soit. Alors, c'est un peu comme la position gynécologique, pareil comme un examen gynécologique. On va insérer le spéculum à l'intérieur du vagin pour vraiment avoir une bonne vue sur le col de l'utérus. Le col a besoin d'être dilaté très, très peu pour qu'on puisse entrer un instrument à l'intérieur. Donc, on parle de 0,5 à 1 cm, dépendamment du nombre de semaines. Je vous rappelle que quand un accouchement, c'est 10 cm. On est vraiment dans des mesures complètement différentes. Alors, 0,5 à 1 cm, c'est une petite tige c'est un dilatateur, en fait, qui va aller vraiment dilater doucement le col. Et ensuite, on va leur rentrer un cathéter à l'intérieur qui va servir d'aspiration. Et puis, tout ça, c'est branché à un appareil qui est complètement à l'extérieur de la salle. C'est pas quelque chose qu'on entend dans la salle même. L'aspiration, ça va être, normalement, la plupart de nos avortements, c'est dans le premier trimestre, on s'entend. Donc, ça ressemble à une grosse menstruation, on s'entend que c'est l'endomètre. Et à travers tout ça, oui, il va y avoir le sac de grossesse, qui est très difficile à voir à l'œil nu à ce moment-là, parce que c'est encore très petit. Donc, normalement, tout est aspiré à l'extérieur de l'utérus. Et puis, le médecin va ensuite sortir avec le bocal, avec ce qui a été aspiré. Il va essayer quand même d'aller identifier le petit sac de grossesse à l'extérieur. Après 25-30 ans d'expérience, sont très bonnes, franchement, nos médecins, pour être capables de visualiser. Ça ressemble à une petite mousse blanche. Moi, j'ai encore de la difficulté à faire la différence entre ça puis l'endomètre ou tissu qu'on peut normalement avoir lors d'une menstruation. La femme, évidemment, elle est sédationnée, c'est-à-dire qu'on lui donne Versed pour l'anxiété, pour qu'elle soit détendue, puis Fentanyl pour la douleur. Donc, on fait un mélange des deux. Donc, elle est on appelle ça une sédation consciente, c'est-à-dire qu'elle est comme entre endormie et éveillée. Je vous dirais un beau mélange entre les deux, puis encore là, ça dépend beaucoup des femmes. Il y en a qui vont être beaucoup plus endormies, il y en a qui vont être beaucoup plus réveillées, puis ça dépend de plein de facteurs. Ok. Et donc, du coup, l'avortement plutôt médical, ça... L'avortement médical, en fait, c'est... je considère ça comme une fausse couche que la femme va faire à la maison. Donc, c'est un procédé qui est plus long. On s'entend que l'avortement chirurgical, ça se fait entre 5 à 10 minutes. C'est très rapide.
Le médical, par contre, ça peut s'étendre sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines même, au niveau des saignements, là, jusqu'à temps que la grossesse soit sortie. Le premier médicament qu'on va donner à la clinique va être un médicament qui va arrêter la grossesse. Celui-ci n'aura pas d'effet secondaire chez la femme. Et de 24 à 48 heures après avoir pris ce premier médicament, elle prend les autres médicaments, les 4 comprimés en même temps. Et là, ça va servir à expulser la grossesse. Donc, c'est vraiment comme une fausse couche. OK. Nous, on donne des médicaments pour la femme, des antidouleurs. Et après ça, c'est à elle là, de gérer ça à la maison. Les 2 sortes d'avortements sont vérifiés par la suite avec un test de grossesse à faire dans 4 semaines post-intervention, peu importe lequel des 2. OK. Et est-ce que vous savez un petit peu comment la procédure elle a changé au fil des années? Parce qu'on sait que quand l'avortement est apparu au début, c'était quelque chose d'assez, pas nécessairement barbare, mais quand même assez proche du terme. Oui. Bien, la procédure chirurgicale est relativement la même depuis que les médecins pratiquent l'avortement de manière légale. Je pense que qu'est-ce qui change beaucoup, c'est au niveau de la législation. Ouais. Donc, c'est-à-dire, comme je vous parlais tantôt, par dilatation et aspiration. C'est sûr qu'au fil des années, la méthode a évolué avec de nouveaux équipements, un peu plus performants, un peu plus high-tech, un peu moins... Avant, on y allait avec manuellement. C'était vraiment une seringue qu'on aspire. Donc, l'aspiration se faisait manuelle. Oui. Maintenant, c'est vraiment par un bouton, là, par électricité. Donc... vous voyez, moi, j'ai travaillé avec un médecin là, pendant 6 ans de temps. Là, elle prend sa retraite bientôt, mais elle le fait manuel là, depuis les 6 dernières années encore. Okay. Il y a des personnes qui sont juste confortables comme ça. Puis l'avortement par médicament, comme je vous dis, c'est disponible là, au Canada. Ça s'appelle le mifepristone. Mifegymiso, en 2017, c'est arrivé. Ça existait à travers le monde depuis assez longtemps, mais ça a été légal au Canada depuis 2017. Parce qu'au début, c'est ça, seulement la manière chirurgicale était disponible. Ouais. Et donc, du coup, étant donné que, mettons, les gens qui s'opposent, disons, à l'avortement, un de leurs arguments, c'est que c'est une procédure qui est risquée. Et donc, est-ce que c'est vrai? Pas du tout. Je vais vous parler un peu de ça. L'avortement chirurgical est considéré comme une chirurgie mineure, c'est-à-dire avec un taux de complication très faible. Ouais. On s'entend que n'importe quel type de chirurgie, que ce soit l'ablation de votre vésicule biliaire ou l'extraction d'une dent, jusqu'à même, j'irais dire, jusqu'à nos piercings qu'on se fait, ça vient avec un taux d'un risque, un taux de complication qui est quand même assez faible. Chez une femme en bonne santé, on parle de moins de 2% de chance. Là-dedans, on comprend, entre autres, pour le chirurgical, hémorragie, infection, perforation des organes, qui est très, très rare. Ensuite, qu'est-ce qui est un peu plus, je vous dirais, à considérer, c'est les avortements incomplets ou manqués. Ça, on le rentre dans nos risques, parce que personne ne veut revenir nous voir 2 semaines plus tard, mais par contre, ça peut arriver, surtout quand la grossesse est très petite, c'est-à-dire moins de 5 semaines de gestation. D'accord. À ce moment-là, la visualisation du petit sac de grossesse devient très difficile, et oui, ça se peut qu'on le manque. C'est un peu un acte à l'aveuglette. C'est difficile de voir vraiment si on était capable de l'avoir. Donc, les avortements, interruption de grossesse incomplet, on parle de 2%, puis des avortements manqués complètement, là, 0,5%, 1%. Mais oui, ça l'arrive. Au niveau de l'avortement médical, les risques d'hémorragie et d'infection, encore une fois, on parle de moins de 2%. Puis des risques d'incomplet et manqués. De ce niveau-là, pour les IGE médicales, on parle de 5% et plus. Donc ça, c'est un peu ça à considérer dans la décision. Vous savez, l'avortement est pratiqué par des médecins compétents là, dans notre environnement sécuritaire je dirais pas nord-américain, je veux dire canadien. Maintenant, je change mon discours. Dans un environnement sécuritaire n'affecte pas non plus la fertilité de la femme. Par contre, si, par exemple, une infection non traitée, et là, en parlant de ça, on parle beaucoup des ITS, une chlamydia, une gonorrhée, peut affecter la fertilité, ça on le sait. Donc, qu'est-ce qu'on fait avant de chaque avortement? Chaque femme va subir un test de dépistage chlamydia gonorrhée en venant à notre clinique. On le fait d'emblée chez chaque femme. On a les résultats quelques jours plus tard et si ça sort positif, on rappelle la femme et on la traite tout de suite.
Donc, c'est plus au niveau de ces genres d'infections-là qui pourraient créer, exemple, des infertilités ou des infections non traitées. Là. C'est ça qui peut créer, exemple, une infertilité ou un problème de santé gynécologique. Ouais, mais somme toute, c'est quelque chose qui est très rare, disons, par rapport à l'importance que, justement, les gens qui sont pro-vie mettent. Oh, tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est sûr que c'est un bel appui pour eux. Oui, ben oui, j'imagine. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a certains critères que quelqu'un doit avoir pour pouvoir suivre une procédure d'avortement? En fait, au Québec, la personne doit avoir 14 ans et plus pour obtenir le service sans consentement d'un parent. Donc, si moins de 14 ans, on doit, si par exemple une jeune femme de 13 ans vient à la clinique, un des parents doit venir et co-signer le consentement avec elle. Ensuite, la personne doit être apte mentalement à consentir. Donc, c'est sûr que de notre côté, les infirmières qui reçoivent les patientes en évaluation psychosociale avant, que ce soit tout simplement qu'on puisse remarquer, exemple, que la personne soit inapte au niveau de la santé mentale ou inapte parce que la personne, elle est intoxiquée. C'est sûr que nous, de notre côté, on n'est pas confortable de faire signer un consentement dans cet état-là. Si la personne a un certain problème de santé spécifique, des fois, l'avortement doit se faire en milieu hospitalier. Je nomme comme exemple un indice de masse corporelle supérieur à 44. Un diabète incontrôlé, de l'anémie sévère, des problèmes de coagulation sanguine. Donc, ça nous évite d'avoir des exemples, un problème de coagulation, une hémorragie, que nous l'hémorragie, on la gère jusqu'à un certain moment donné. Oui. Après ça, tout ce qui est transfusion de sang, on n'a pas de culot, nous, à notre clinique. Donc, c'est pour la sécurité de la femme, certains problèmes de santé, qui est secondaire à certains problèmes de santé, on préfère que l'avortement se passe dans un milieu hospitalier. D'accord. Et le dernier critère, je dirais que c'est la personne doit signer un consentement éclairé. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'elle doit comprendre ce qu'elle lit et puis que ce soit sa décision, que la décision doit être claire. Oui. C'est pas mal ça qui est un peu notre filtre à ce niveau-là. Si la décision, elle n'est pas claire, on propose souvent de reporter le rendez-vous. Oui, j'imagine. Donc, du coup, c'est quand même assez facile d'accès. Au Canada, je Tout à parle. fait, oui. Et donc, du coup, est-ce que les femmes au Canada sont nombreuses à nécessiter cette procédure? Oui. On compte environ 100 000 interruptions de grossesse par année au Canada. OK. Cependant, les procédures ne sont pas toujours répertoriées. C'est-à-dire que certaines provinces ne donnent pas leurs données exactes. Et souvent, les procédures pour les personnes sans couverture, exemple pas de RAMQ, sont difficiles aussi à répertorier dans le système. Il est aussi important de noter qu'à la base, une interruption de grossesse, c'est le résultat d'une grossesse non désirée. C'est-à-dire que dans ce nombre-là, on ne compte pas les grossesses arrêtées ou les fausses couches incomplètes sur lesquelles on va procéder à un curetage. OK, d'accord. On a une grande clientèle de ça aussi à notre clinique. Et donc, du coup, c'est quoi le profil le plus courant de femmes que vous voyez? Vous savez, j'ai un peu de tout. Ah oui? Oui. Je vous dirais, ça va de la jeune femme enceinte de sa première relation sexuelle à la mère de 3 enfants, de 45 ans, que son dernier rentre à l'université, puis qui ne retournera pas aux couches 22 ans plus tard. Écoutez, on a vu, dans l'histoire de la clinique, on a vu des pro-vie venir se faire avorter. Parce que eux, il y avait des bonnes raisons. Ouais. Une femme de 35 ans qui vient de découvrir qu'elle a un cancer en même temps que la grossesse, qu'elle doit commencer de la chimiothérapie. Une jeune femme qui vient de se faire laisser par son copain parce qu'elle est enceinte. On a aussi, malheureusement, des histoires de viol. Puis, des femmes comme vous et moi qui considèrent que c'est pas le meilleur moment. Donc, vraiment de tout, je vous dirais, au niveau des âges, surtout le gap est... une femme peut procréer de, 12 à 52 ans. Ouais. Donc, c'est ça notre créneau. Aussi large que ça. Mon Dieu. Puis, j'imagine que ça doit être quelque chose qui est assez... c'est très pesant, c'est une décision à penser très longtemps. Et donc, du coup, ce serait quoi les comportements les plus courants que vos patientes adoptent? Chaque femme est unique.
je vous dirais. Je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer l'expérience que va avoir une patiente à la clinique. Parmi ces facteurs-là, je nommerais la position émotionnelle de la patiente. Donc, est-ce que c'était une patiente qui était plutôt ambivalente, mais qui veut procéder quand même aujourd'hui? Donc, ça va être très, très difficile pour la patiente. Est-ce qu'il y a une question morale là-dedans? Est-ce que la religion rentre en ligne de compte, malgré que c'est pas elle, peut-être la pesanteur de la religion, de où elle vient, de sa famille, de où elle vit actuellement? Et ça peut être aussi un état physique qui est pas top. Par exemple, on a beaucoup de femmes qui viennent à la clinique parce que leurs nausées et vomissements sont épouvantables. On parle de 20 à 30 fois par jour des vomissements. Donc, elles arrivent à la clinique des fois même transférées de l'hôpital en réhydratation. Donc, c'est ça s'appelle des nausées de grossesse un peu exponentielles. Là. C'est une femme, ça, je vous dirais sur 100 que ça. C'est quand même très rare comme symptôme. Mais ça, c'est d'une manière vraiment explosive. C'est sûr qu'en général, une femme avec nausées, vomissements enceinte, c'est très commun. Donc, si moindrement, elle a eu de la misère à s'alimenter dans les 2 dernières semaines, de la misère à s'hydrater, c'est sûr que physiquement, on se sent moins forte pour passer à travers une expérience comme ça. Donc, moi, je vous dis, la position ou l'état émotionnel, son statut moral ou son statut physique, je pense, va beaucoup influencer son expérience. L'effet de la sédation que je vous parlais tantôt, j'ai des personnes qui sont très, très réceptifs à la sédation, puis j'en ai d'autres qui sont comme très tolérantes. Donc, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de ta consommation dans la vie en général. Ça dépend si toi, tes récepteurs toxiques ont été bien... est-ce qu'ils ont été usés ou est-ce qu'ils sont presque à jeun? Donc là, la réceptivité va être différente. Donc, c'est sûr qu'une femme peut facilement dormir tout le long et même pas sentir qu'est-ce qui se passe. Et un autre, peut sentir tout, puis on lui donne le maximum de doses, mais nous, on a quand même une limite là, de ce qu'on peut donner. Je crois que l'expérience peut aussi être complètement différente d'une femme à l'autre en considérant son niveau de soutien, son filet social autour de elle. J'ai des femmes qui viennent à la clinique qui ont personne, qui n'ont pas de soutien, qui viennent même pas accompagner cette journée-là, qui vont prendre un taxi pour retourner à la maison. Personne n'est au courant, sauf nous. Donc, des fois, on est les premières personnes à qui elles s'ouvrent et expliquent leur situation. Donc, c'est sûr que ça peut être lourd, je crois, à peser. Puis je pense aussi que chaque femme a sa propre capacité à gérer des événements stressants. Donc, je pense que si on fait un gros mélange de tous ces facteurs-là, ça fait que chaque femme a une réaction différente puis vit l'expérience de manière complètement différente. Le gap est très large. Mais on les accompagne. Oui, c'est ça. Là-dedans. Donc, du coup, ma question suivante, c'était l'encadrement, en fait, avant et après. Pas d'un point de vue plutôt médical, mais plus vraiment émotionnel, étant donné que vous me dites qu'il y a certaines femmes, justement, qui viennent toutes seules. Oui. Je vais commencer tout de suite dès le début. En fait, avant, je crois que dès que la femme va prendre son rendez-vous et appeler la clinique, déjà, souvent, on nous fait remarquer, là, il y a vraiment un accueil empathique. La prise de rendez-vous au téléphone se fait souvent de manière très calme et puis on répond beaucoup aux questions des femmes. Je pense qu'il n'y a pas une femme qui prend un rendez-vous sans poser quelques questions, puis des interrogations, puis nommer quelques inquiétudes là, qu'elles ont. Donc, en fait, la femme devra fournir plein de choses comme la date de dernière menstruation, des informations sur son état de santé. Et puis, on préfère qu'elle vienne accompagner. Donc, on lui dit tout ça au téléphone avant. On donne quelques informations, comme je vous dis, sur la procédure et surtout sur les 2 types de procédures maintenant, parce qu'on veut déjà qu'elle se fasse une idée sur elle vient pour le chirurgical ou le médical ou même qu'elle aille lire là-dessus. D'ailleurs, notre site Internet il est super complet, il est concis, il est très, très facile à consulter. Déjà beaucoup de réponses aux questions, là, on croit dessus. Après ça, dans le fond, quand elle se présente à la clinique, c'est sûr que nous, la femme va voir en premier une infirmière qui va faire une évaluation psychosociale. Qu'est-ce que ça veut dire? On garde ça... Je vais vous dire qu'on garde ça très simple, dans le sens que si une patiente a une décision claire
et que ça ne lui tente pas, elle, de partager ses raisons, du pourquoi, du comment, elle est ici, seule, pas seule, qu'est-ce qui arrive dans sa vie, ce n'est pas une obligation de la patiente de partager ça avec nous. Ouais. Si elle me dit que sa décision elle est claire et que la personne est en droit de signer un consentement, on va procéder. Par contre, on est là, puis on ouvre la porte à ce qu'il y ait un minimum de partage parce qu'on est là pour essayer de aussi recadrer la femme dans des pensées qui pourraient l'amener à... Il y a plein de femmes qui ont tellement de craintes et ils ont entendu des mythes par rapport à l'avortement. Des fois, ils n'en parlent pas. Ça va rendre l'expérience de l'avortement extrêmement stressante. Parce que... Donc, c'est sûr qu'on aime quand la femme s'ouvre un peu. S'il n'y a pas d'ouverture, on va essayer un petit peu de faire comme comment ça se passe aujourd'hui. Est-ce que c'était une décision difficile pour toi à prendre? Est-ce que tu as des inquiétudes? De 0 à 10, là, tu es stressé comment, toi, aujourd'hui? Des fois, on essaye juste de bien gager, excusez-moi l'expression, l'état de la personne pour pouvoir mieux la rediriger, puis bien la préparer aussi à l'expérience. C'est sûr que nous, on a des ressources, on a une feuille de ressources psychosociales à la clinique, donc c'est sûr que si la femme a besoin d'aide, on réfère à des ressources. Ou sinon, je pense qu'on a quand même tout un minimum de formation et d'expérience en ayant de l'écoute empathique, en recadrant les choses, en remettant la décision sur la femme, mais de manière affirmative, dans le sens que on a toute de la misère, là, mes collègues et moi, avec « j'ai pas le choix de faire l'avortement parce que ta. » On aime bien restructurer cette phrase-là par « je crois que vous avez le choix, en fait. Dans la vie, là, on est dans un pays libre. Vous avez le choix. Vous avez le choix, mais vous faites le choix de... Parce que sinon, les conséquences, ça vous plaît pas du tout. Ouais. Et c'est cette manière-là qu'il faut que la femme responsabilise aussi sa décision. Puis on a des petites manières à juste faire comme, OK, tu es dans un pays libre, tu peux choisir. C'est beau. Assume-le. Après ça, il n'y a pas de mauvaise décision qui se prend tant que c'est la tienne. Ouais. Parce qu'ici, on le dit souvent, ici, on ne fait pas d'avortement pour le chum, le père, la mère, puis l'oncle. On fait un avortement pour toi, la femme. Puis c'est important que ce soit ta décision. Ouais. Ensuite, écoutez, après l'avortement, dans le fond, nous, on offre une ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est une ligne d'urgence offerte à chaque patiente, soit pour des questions médicales, ou même, ça peut être n'importe quoi, en fait. C'est vraiment l'infirmière qui a le téléphone avec elle, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'évaluation, une évaluation post-avortement a lieu si jamais il y a des questionnements par rapport à est-ce que la grossesse a réussi, est-ce qu'il y a des saignements qui n'ont pas arrêté, est-ce que tu as encore des symptômes de grossesse. Ça, c'est sûr que jusqu'à temps que la femme soit plus enceinte, nous, on fait un suivi. Et puis, un service psychosocial qui est disponible au besoin. OK. La patiente peut demander à parler à l'infirmière. Ou sinon, si c'est un peu trop complexe, effectivement, on réfère à nos ressources. Et donc, du coup, vous, qu'est-ce que vous aimez de votre travail? Moi, j'aime accompagner les femmes dans des, je vous dirais, à traverser des moments difficiles. Bon, c'est sûr, des fois, j'ai des femmes qui viennent dans mon bureau qui pleurent, puis ils me disent je m'excuse, c'est pas, vous devez pas être confortable, là, je m'excuse de faire ça devant vous. Puis je leur réponds écoutez, si j'étais mal à l'aise avec les pleurs, j'aurais pris un autre emploi. Là. Donc, il faut être à l'aise avec des situations où il y a beaucoup de souffrance, que ce soit physique ou psychologique. Faut se sentir capable d'épauler des personnes comme ça, puis il faut avoir une grande écoute aussi. Fait que moi, je sentais que j'avais ça dans la vie. J'avais vraiment envie de ça. Donc, je me trouve très privilégiée, en fait, d'avoir accès à autant d'intimité de ces femmes-là. Elles s'ouvrent énormément à moi. Comme je vous disais tantôt, des fois, je suis la première personne à qui elles racontent l'histoire de pourquoi elles sont ici aujourd'hui. Il n'y a personne d'autre qui sont au courant. Je me sens vraiment privilégiée. Puis, c'est très gratifiant aussi d'établir un lien de confiance comme ça aussi rapidement parce que c'est pas quelqu'un que je vais revoir dans un entretien de 3 fois 1 heure. Là. Je la vois 20 à 30 minutes, la patiente, normalement. Donc, si après 10 minutes, elle est capable de s'ouvrir à moi, faut qu'il y ait un beau lien. Puis ça, je sens que je suis... moi, je sens que j'ai la capacité de créer ça
Donc, personnellement, je suis valorisée dans mon travail. Puis chaque femme a son histoire. C'est à chaque fois que j'en appelle une nouvelle, je sais que je vais avoir accès à quelque chose qui est très intime. Puis ça, je trouve ça gratifiant. Puis je trouve ça bien d'être capable d'établir des liens comme ça, aussi forts en si peu de temps. Ça, c'est vraiment dans le moment où je suis en psychosocial, ou sinon, en salle aussi, c'est vraiment un accompagnement. Ça dure 5 à 10 minutes, mais c'est intense. C'est de tenir la main, c'est de rassurer, c'est d'avoir les bons mots au bon moment. C'est de respirer avec la patiente. Ouais. Des fois, je respire autant qu'elle, là. Puis après ça, en salle de repos, ben, c'est de faire les bons enseignements. Le conjoint peut venir rejoindre la femme, donc de vraiment l'inclure dans les informations pré-départ. Donc, il y a tout ça aussi qui est... Je crois qu'il faut avoir un certain sens d'empathie, mais bien développé au bon moment, puis une sensibilité à l'autre. Il y a des femmes qui veulent « merci, bonsoir, c'est parti après », puis ils n'en veulent pas de ton... Hein, ils veulent pas se faire flatter. Puis il y en a d'autres qui en ont vraiment besoin. Donc, il faut aussi bien se placer là-dedans. Fait que, ben, moi, je trouve que c'est incroyable de pouvoir être là dans des moments aussi significatifs de la vie d'une femme. Mais je tiens à laisser ma trace. Je tiens à me rendre cette expérience-là quelque chose qui va être beaucoup plus doux que ce que ça pourrait être, en fait. C'est ça. Puis j'imagine qu'avec ce qui s'est passé cet été aux États-Unis, il y a eu diverses réactions justement dans les cliniques. Chez vous, est-ce qu'il y a eu une sorte de crainte, une tristesse même peut-être par rapport à ça? Une tristesse, oui. En fait, on se demandait aussi ça va faire quoi comme effet rebond. Est-ce que les femmes vont vouloir s'en venir au Canada? Est-ce que légalement ça va se faire? Est-ce que finalement c'est beaucoup plus complexe que tout ça? Je pense même pas qu'on va rentrer là-dedans en ce moment. C'est hyper zone crise. Mais par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que les femmes ont commencé à nommer la chance qu'elles ont d'avoir accès à ça. Considérant qu'à 70 km d'ici, la même femme, ayant la même vie, le même style de vie, n'y a pas accès. Donc là, il y a une prise de conscience, je pense, au niveau des femmes. Puis on échange là-dessus souvent, là, oui, j'imagine. À la clinique, même avec les femmes. C'est intéressant d'avoir des points de vue. Puis c'est intéressant de voir la vague de prise de conscience que ça fait. Oui. Et donc, du coup, pour terminer déjà, moi, j'aimerais vous poser la question, vous, c'est quoi votre point de vue par rapport à l'avortement? Écoutez, il y a... vous savez, l'avortement, nous, on fait deux divisions. Hein. Il y a les pro-vie, il y a les pro-choix. Je fais souvent la comparaison. Nous, on est pro-choix, on n'est pas pro-avortement. Ça veut dire que si une femme se couche sur ma table et je fais une échographie et c'est une grossesse gémellaire, donc c'est-à-dire il y en a 2, et puis que je lui apprends, je lui dis, écoutez, j'ai l'impression qu'il y a 2 sacs de grossesse, 2 embryons, et puis que la femme saute de joie, et puis qu'elle dit, écoutez, moi, je vais garder ma grossesse finalement, je crois vraiment que je vais changer d'idée, je vais en parler avec mon mari, mais moi, je m'en vais là, d'ici, puis moi, que je regarde avec ma petite roulette, puis je lui dis sa date prévue d'accouchement, c'est un aussi beau moment que celle que j'ai réussi aussi à recadrer, puis à écouter, puis que je sens qu'elle est à l'aise avec sa décision et tout ça. Là. Je suis contente, peu importe le choix que la femme prend. Je vais partager son bonheur avec elle. Par contre, on le sent très bien quand les femmes rentrent dans notre bureau puis que c'est un très mauvais moment et que c'est pas planifié et que c'est stressant. Une grossesse, c'est stressant quand c'est désiré. Imaginez quand c'est pas désiré. On dit souvent, même en maternité, maman est bien, bébé est bien. Mais si maman est pas bien, là, un bébé, il le ressent. Peu importe, qu'il soit à l'intérieur, in utero, ou qu'il soit bébé à l'extérieur, ça va être comme ça, puis ça va rester comme ça. Et les femmes vont continuer. C'est ça que Henry Morgentaler avait compris, en fait. Au début, les avortements étaient clandestins, il y avait beaucoup d'auto-avortements et tout ça.
Henry Morgentaler il a dit un jour, les femmes vont continuer de se faire avorter, que ce soit légal ou non. Ouais. Alors, pourquoi pas le rendre accessible et sécuritaire? Je pense qu'à partir de là, Ouais. c'est ça qui est important, la santé des... Et là, on revient à la santé des femmes. Mhm. La mortalité maternelle, infantile, il y en a beaucoup là, quand c'est pas fait dans les règles. Donc, voilà. Ça répond à votre question? Ben oui. Donc moi, pro-choix, all the way. Puis, écoutez, j'ai eu un avortement, j'ai eu un enfant, je suis complètement entre les deux. J'ai vécu les deux. J'avais 20 ans, puis après ça, j'ai accouché à 35 ans. Je veux dire, ma réaction de mon test positif à 20 ans et celle à 35 ans, je le savais tout de suite, là. C'était comme, ben oui, ben non. C'était... On le sent, on le voit. Je souhaite à tout le monde que ça soit aussi clair. Ça l'est pas tout le temps, mais pour avoir vécu les deux, je pense qu'on le sait quand on est prêt. Puis je serais pas où je suis aujourd'hui si j'avais un enfant de 20 ans. Ouais. J'étais pas prête à ce moment-là. Je crois que le droit aux femmes de pouvoir choisir le moment privilégié, c'est hyper important. Il faut que ça continue dans ce sens-là. Pour retourner 50 ans en arrière comme nos voisins. C'est ça. Oui. Bon, ben je vous remercie. Ça fait plaisir.